Radio Côte d'Ivoire, le journal Kolo Koulibaly. Madame, Monsieur, voici l'essentiel de ce journal. 25 collèges et 3673 salles de classe seront construites à partir de 2019. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'identifier les besoins prévisionnels pour les années scolaires prochaines. En cette période de jeûne, le don de sucre est devenu une institution alors qu'on peut juste offrir de l'eau. Pourquoi donc le sucre? Le dossier de ce soir nous explique tout. Dans le reste de l'actualité, coup de théâtre au Burundi, Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne sera pas candidat après 2020. Pourtant, il avait fait voter une constitution qui lui donne la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034. Et puis le fait divers de ce soir nous amène à Korogo. Le vol de moto est devenu un fait banal. Les kidnappings sont d'une témérité extraordinaire. 2 ont été arrêtés récemment. Ils expliquent tous les scénarios. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité oblige. Ouvrons avec cette information. Suite à la mort hier mercredi de l'étudiant de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Dié Éric Priva, le gouvernement a suspendu de ses fonctions le directeur du centre de la médecine du sport, Yassé Félicien, en attendant la fin des enquêtes. L'intégralité du communiqué du gouvernement est lu ici par le ministre des Sports et Loisirs, Amicha François Albert. Le mercredi 6 juin 2018, M. Dié Éric Priva, étudiant en licence 3, option éducation et motricité à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, est décédé après avoir reçu un violent choc consécutif à la chute des poteaux de handball sur lesquels il faisait des exercices physiques. Informé des faits, le ministre des Sports et des Loisirs a dépêché sur les lieux une délégation qui a échangé avec les étudiants dont certains avaient érigé des barricades sur les voies d'accès menant à leur école. Après ces échanges, les étudiants ont accepté de lever les barricades et ont regagné leurs domiciles respectifs. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce jeudi 7 juin 2018, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en vue d'examiner la situation, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement expriment leur compassion émue à la famille du défunt et à l'ensemble des étudiants de l'INJS. Le gouvernement rassure les étudiants et informe l'ensemble des Ivoiriens qu'une enquête a été diligentée en vue de dilucider les circonstances du décès de l'étudiant Dié Éric Priva et de situer les responsabilités. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques dans les plus brefs délais. Mais en attendant, le directeur du Centre de la médecine du sport est suspendu de ses fonctions. Tout en condamnant les actes d'incivisme perpétrés, le gouvernement invite les étudiants à privilégier le dialogue et la négociation dans le cadre de la résolution de leurs problèmes, surtout que l'État a consenti d'importants moyens en vue de réhabiliter l'INJS. À cet égard, il convient de rappeler que 17 bâtiments sur 33, d'une capacité de 2000 lits, ont été affectés à l'hébergement des étudiants. Les travaux de mise en adéquation en vue de leur utilisation sont en cours et les étudiants pourront les intégrer dès la rentrée prochaine. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles arrive en Côte d'Ivoire. Philippe Courard est attendu dans notre pays pour une visite officielle du 9 au 13 juin. L'information a été donnée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il a indiqué que cette visite officielle fait suite à celle que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a effectuée en Bruxelles en juin dernier. C'est la première fois qu'un président du Parlement belge arrive en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Les explications de Lat Aounzi Lazare, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Au cours de son séjour, il aura plusieurs temps forts. Le premier, ce sera donc une séance de travail avec les homologues ivoiriens. Le deuxième, ce sera une visite de certains établissements scolaires de Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'UNS, l'IPNET et le lycée technique. Et enfin, il y aura également une séance de travail avec le réseau ivoirien pour la défense des droits des enfants et de la femme. Le mardi 12 juin 2018 à 10h, le président Philippe Courard fera une adresse à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc une adresse officielle aux homologues ivoiriens. Il est prévu que la délégation belge soit reçue par les plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Cette visite, nous l'espérons, contribuera à renfermer davantage les liens déjà assez forts entre le peuple belge et le peuple ivoirien.
Toujours au Parlement, l'Assemblée nationale a délibéré aujourd'hui sur le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois de loyer réunis en plénière. Les députés ont adopté le projet de loi après le rapport de la Commission des affaires sociales et culturelles. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. On écoute le président de la Commission, Frébo Basile. Désormais, les cautions, c'est 2 mois de loyer, ou moins 2 mois de loyer aussi d'avance. Avec le vote de cette loi, désormais, nous ne devons pas excéder les 4 mois. Tout propriétaire qui ne respecterait pas ces consignes s'expose à la rigueur de la loi, mais surtout au livre de la procédure fiscale des impôts. Parce qu'au niveau des impôts, des dispositions vont être prises. Un propriétaire qui ne veut pas respecter les 2 mois de loyer d'avance, les 2 mois de caution, il va être fortement sanctionné. Mais ce qui est intéressant de la chose, c'est qu'aujourd'hui, ça vient réglementer. Parce qu'on assistait à beaucoup d'abus et aujourd'hui, l'Ivoirien peut se sentir un peu en sécurité. C'est vrai que ça ne résout pas tous les problèmes du logement. Ça ne règle pas le problème de la suffisance des logements. Mais ça vient déjà tracer un cadre afin de permettre à tous ceux qui sont dans cette activité d'être dans une situation légale. Parlons économie. La Direction générale du Trésor a procédé aujourd'hui au lancement de l'enquête Balance des paiements 2017. La balance des paiements est un état statistique qui retrace sous forme de comptable l'ensemble des flux d'actifs réels et monétaires au cours d'une période donnée. Le directeur général du Trésor exhorte les opérateurs économiques à contribuer à la réussite de l'opération. Des détails avec Temoko Diarasuba. L'objectif de cette rencontre était d'informer les différents acteurs que sont les opérateurs économiques sur l'importance de réaliser la balance des paiements. Une réalisation qui passe par une enquête qui sera faite sur le terrain auprès des cibles concernées. Cette enquête a donc été expliquée au secteur privé et public avec en toile de fond recueillir les éventuelles difficultés pour une bonne exécution du travail. L'atelier de lancement a réuni l'ensemble des acteurs intervenant directement ou indirectement dans les relations financières entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Disons-le tout net, la balance des paiements permettra d'évaluer l'insertion de l'économie nationale dans son environnement extérieur tout en identifiant les déséquilibres économiques. Déséquilibres qui sont financés par le reste du monde. En 2016, le taux de réussite de l'opération a été réalisé à plus de 84%. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté les déclarants à adhérer pleinement à l'exercice 2017 en vue de sa bonne exécution. Le PNDC, Programme national de développement communautaire, et l'UNACOPEXI ont signé un accord de rétrocession de la ligne de financement de la composante microfinance. L'objectif vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales, périurbaines les plus vulnérables à travers le financement d'activités génératrices de revenus. La précision de Moussa Diabaté, directeur coordonnateur du PNDC. En tant que PNDC, c'est une très très grande portée. C'est vraiment le véritable démarrage des activités du Programme national de développement communautaire, notamment en matière de microfinance. Vous savez, l'objectif du programme, c'est de réduire la pauvreté en milieu rural et périurbain. Ce fonds qui est mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la Banque islamique de développement va permettre, dans cette composante microfinance, de créer des activités génératives de revenus. Vraiment nous permet de démarrer véritablement ce projet de reconstruction post-crise de développement communautaire au niveau de l'Ouest, notamment dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tongui. Au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. La journée mondiale des océans est célébrée demain vendredi 8 juin. Le thème « Rendons propre notre océan » avec pour slogan un littoral attrayant pour la promotion de l'économie symbiotique en Côte d'Ivoire. Selon la ministre en charge de l'environnement, les océans restent une préoccupation majeure car ils sont directement influencés par le phénomène des déchets plastiques. Près de 40% des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités anthropiques. Écoutons Anne Désiré Oloto. Les activités menées par l'homme, en particulier depuis l'ère de l'industrialisation, menacent fortement nos océans. Ainsi, la surpêche est responsable de la réduction des populations de poissons. La pollution directe et indirecte à travers nos activités fait progressivement perdre à nos océans leurs propriétés et potentialités. Environ 80% de la pollution des océans viennent des terres émergées et les zones côtières sont particulièrement vulnérables aux polluants. Le plastique pose également de graves problèmes en raison des énormes plaques flottantes de déchets plastiques qui se forment dans les océans.
Et en prélude à cette journée, l'ONG Les Amis des Marins s'interroge sur l'avenir durable et océan. Cette organisation veut sensibiliser les populations sur les conséquences de leurs actions pour les océans. 80% des déchets retrouvés dans les océans proviennent de l'homme. Les épreuves orales du BEPC ont débuté ce mercredi 6 juin et prendront fin samedi 9 juin. Cette année, ce sont 400 326 candidats qui vont composer au brevet d'études pour le premier cycle. La réaction de quelques candidats au micro de Asta Sidibi. J'ai quitté Fatoumata Iman. Je viens de passer mon oral et ça a été très bien. Mon professeur m'a posé quelques questions. Comment je m'appelle, d'où je viens, je suis dans quelle école. Je me suis défendue un peu pas mal. Barry Mamadou Ramadan. Mamadou Ramadan. Comment ça se passait ton oral? Ça s'est passé bien. Ils m'ont pas posé des questions difficiles, ils m'ont posé les questions que je savais et que je connaissais la réponse. J'étais juste un peu stressé. Comment tu prévois les écrits la semaine prochaine? Comme je fais le prépa au lycée ici, je pense avoir comportement qui nécessite ma réussite. Konan Karistan Ivan Joan. Pour l'instant, ça se passe bien, on n'est pas encore passé, mais il y a des frissons, mais on attend. Vous stressez? Oui, juste un peu. Nda Akisi Caroline. Comment tu t'es préparée aussi pour les épreuves écrites? Bon, je bosse un peu bien, je lis un peu les livres. En tout cas, je me suis préparée un peu pour me mettre de maison, ça va. Et puisqu'on parle d'examen de fin d'année, demain c'est le sujet, la parole est à vous. Depuis quelques temps, les sessions de remplacement aux examens à grand tirage ont été supprimées dans le système éducatif ivoirien. Selon le secrétaire général de la FESI l'année dernière, pour des raisons d'omission de nom, de maladie et d'autres motifs généralement justifiés, environ 2440 candidats n'ont pas composé au BEPC au regard de la récurrence et de l'importance du nombre de candidats absents aux examens. Que préconisez-vous comme solution de rattrapage? Abou Silla vous donne la parole demain 20 21 44 48 20 24 27 87 à partir de 6h30. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et puis toujours en éducation nationale, 3673 salles de classe seront construites à partir de 2019. Les assises de la Commission nationale de la carte scolaire pour l'année 2018 et 2019 se sont déroulées hier, aujourd'hui jeudi. Il s'agit en clair d'identifier les besoins prévisionnels pour les années scolaires prochaines. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Asta Sidibé. La fermeture de 3 écoles préscolaires et 6 écoles primaires a été annoncée, cela en raison de la construction du pont entre le plateau et Yopougon et du déguerpissement des villages des forêts classées. Concernant les ouvertures de salles de classe, il y en aura 3473 dans le public, 25 collèges verront le jour dans le public, 255 établissements changeront de dénomination et 10 collèges deviendront des lycées. Pour ce qui est des débuts de construction de salles de classe, 2329 ont été enregistrés. Les prévisions pour 2019-2022 donne donc 3673 classes. La ministre Kandia Camara a dit sa satisfaction des travaux de la commission, surtout de l'intégration du système d'information géographique, SIG, dans le processus d'élaboration de la carte scolaire par le biais de la direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS. L'utilisation de cet outil de planification et de gestion s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de la carte scolaire. Aujourd'hui, l'application SIG carte scolaire est opérationnelle et la géolocalisation des établissements scolaires dans 32 direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique sur 36 est effective. Le document mesure de la carte scolaire a été adopté. Mamadou Fofana, le directeur des stratégies de la planification et des statistiques, a justifié la tenue des assises et rappelé que celles de cette année ont pour objectif de valider les propositions issues des commissions locales. Pour finir, le document mesure de la carte scolaire 2018 a été adopté. Asta Sidibé, ajoutons que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a remis 51 véhicules à 16 structures sous tutelle. L'UNICEF a également fait don de 2 véhicules de type pick-up pour le programme d'intégration des écoles islamiques, un secteur qui prend en charge 2 millions d'enfants. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire ouvre sa 2e session de l'Université des droits de l'homme. C'est un programme de vulgarisation des droits de l'homme. Le professeur Francis Vaudier a donc été invité à animer une conférence inaugurale sur le thème droits de l'homme et dignité humaine. Une occasion pour Francis Vaudier, l'ex-président du Conseil constitutionnel, de revenir sur l'importance du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les droits de l'homme sont nécessaires à l'homme parce que l'homme vit en société
et les hommes doivent s'organiser. Il importe que chacun sache quelle est sa place et faire en sorte que chacun puisse se rendre utile. Ce sont les hommes qui élaborent les droits des hommes, ce sont les hommes qui violent les droits des hommes. Comment faire en sorte que nous puissions édicter les meilleures règles pour qu'elles puissent s'appliquer effectivement, pour faire avancer l'homme. Et si les hommes avancent, ce sont les sociétés qui avancent nécessairement. Mais ce que je viens de dire n'appartient pas à un groupe, il appartient aux hommes rassemblés qui sachent se parler et qui sachent partager, faire avancer l'humanité autant que possible du même mouvement. Le dossier du jour. Cette période de jeûne est un moment propice de don de sucre pour la rupture. Le don de sucre tend à devenir une institution dans cette période. Pourtant, on peut même juste offrir de l'eau à un fidèle musulman. Le sucre et le jeûne, le dossier de Richard Dibi-Abonois. Nous sommes à Bondoukou, au pied des 1000 mosquées. Les fidèles musulmans s'activent à remplir le jeûne. Ils ont à leur côté un invité de marque, le ministre Bruno Nabagné-Koune, et l'instant est solennel. Cette période de privation et de sainteté rime avec des habitudes, notamment des dons, et le don de sucre est devenu aujourd'hui une institution. Don de sucre par-ci, don de sucre par-là. Hormis le sucre, ne peut-on pas faire un autre don à un fidèle musulman? El Aïgbane Sidiki, imam de la mosquée Aboubakar du quartier Amdalaï de Bondoukou, se veut précis sur la préoccupation. Même l'eau simple que tu donnes à un musulman dans cette période, c'est un mois béni, alors qu'il est très très recommandé de faire beaucoup de sacrifices. C'est pour cette raison que les gens donnent le sucre, l'eau bouillie, lait, etc., etc. Si vous me donnez même un verre d'eau à boire, le récompense que j'ai dans ce mois-là, Dieu te donne la même chose. Ouattara Yakouba de Yelasso est l'un des fidèles de la mosquée Aboubakar. Dans le plein carême, on doit donner autre chose. Par exemple, l'eau et puis le cocobara, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc le sucre, c'est pas obligatoire? Le sucre, c'est pas obligatoire. Parce que bon, c'est selon ton plaisir. Dame Nabitou Ouattara s'active tant bien que mal aux côtés de ses consoeurs pour permettre à tous d'avoir sa part du gâteau dans cet élan de rupture du carême. Néanmoins, elle a dit sa part de vérité sur la question. C'est pas obligatoire aussi. Si tu veux, tu donnes un sucre à quelqu'un. Tu donnes sucre à quelqu'un, c'est un bénédiction. Si je vous donne pas sucre, je peux vous donner quoi par exemple? Tu peux me donner l'argent. Si tu as l'argent, tu peux me donner. Bénédiction aussi, c'est bon. Le don de sucre en cette période s'est véritablement enraciné dans les mémoires collectives, au point où des fidèles musulmans refusent d'autres cadeaux hormis le sucre. Le fidèle Issoufou Diabagaté balaye ce point de vue du revers de la main. Là, je ne suis pas d'accord. Si on ne vous a pas donné le sucre, tu ne dois pas te fâcher. Comme tout le monde n'a pas la même chose, chacun a son idée. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a aussi qui ne pensent même pas de ça. Si on donne, c'est bon. Si on n'a pas donné... Même si on ne donne pas sucre, Dieu bénit tous les jours. Il n'y a pas de problème, Dieu bénit toujours. Le sucre ne s'impose pas forcément comme don à ces instants de pénitence. Donner un simple verre d'eau à un fidèle musulman vous procure 1001 bénédictions. Alors sachons raison garder. Richard Dibi, Abonois, Bondoukou, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président burundais a annoncé aujourd'hui qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en 2020. Pierre Nkurunziza vient de surprendre tout son monde. Il l'a dit dans un discours à la nation prononcé à Bongandana, dans le centre du pays, une allocution qu'il a effectuée juste après avoir promulgué la nouvelle constitution. Ancien chef rebelle, 54 ans au pouvoir depuis 2005, Nkurunziza avait pourtant organisé le 17 mai un référendum très contesté, une révision de la constitution qui lui ouvre la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034. Il n'en sera rien, tente-t-il d'assurer. Au moins 46 personnes, des hommes et des femmes, sont mortes noyées dans le golfe d'Aden hier mercredi. Ces migrants éthiopiens avaient quitté la Somalie en direction du Yémen. 16 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation. Et puis la décision surprise de l'Éthiopie d'appliquer un accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée voisine a ravivé les espoirs de paix entre ces deux ennemis jurés. Ils sont en conflit depuis plus de 20 ans, mais les analystes soulignent que l'éventuelle rétrocession par l'Éthiopie de la ville frontalière de Badam ne résoudra pas à elle seule le différend entre les deux pays. Le rappel des titres referme ce journal. Ainsi se résume l'actualité ce soir. 25 collèges et 3673 salles de classe seront construits à partir de 2019. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'identifier les besoins prévisionnels pour les années scolaires prochaines.
En cette période de jeûne, le don de sucre est devenu une institution alors qu'on peut juste offrir de l'eau. Pourquoi donc le sucre? Le dossier de ce soir nous a tout expliqué. Coup de théâtre au Burundi, Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne sera plus candidat après 2020. Pourtant, il avait fait voter une constitution qui lui donne la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034. Yodouga Folo était à la technique. L'ensemble de la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal. Diakité Ibrahim, le chef de cette édition, mais de part et surtout pas. À Korogo, le vol de moto est devenu un lot quotidien. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est la témérité qui anime les voleurs malgré le dispositif sécuritaire mis en place dans la ville. Dans les couloirs de la brigade anticriminalité de la préfecture de Korogo, deux larrons reviennent d'une virée infructueuse à haut risque. Sié Kwasi nous explique. Les faits divers, ça se passe ici. Il est 18h lorsque notre équipe arrive dans les locaux de la brigade anticriminalité de la préfecture de Korogo. Dans un bureau, assis sur le banc des accusés, nos deux larrons répondent aux questions d'un officier que nous appelons délibérément épervier. Dans tous les cas, ces sobriquets, on les entend chaque jour dans les talkie-walkie des hommes en armes dans les rues. Quant à nos deux larrons, permettez-nous de masquer leur nom parce que même le voleur, il paraît, a des droits. Au moins ça, je ne vous l'apprends pas. Le premier est originaire de la région du fromager. Je ne vous ai pas dit qu'il est bêté. Ensemble, appelons-le le débalousseur. C'est le nom d'un voleur dans le jargon nouchi ivoirien. Le second nous arrive du Poro. On l'appellera Caillou. C'est comme ça qu'on crie aux voleurs dans un quartier en pays Sénoufo. Voici ce qui s'est passé. C'est le débalousseur qui commence. Avant-hier, nous sommes allés prendre moto d'un monsieur à côté du cimetière Nyangrefou, vers le 18h par là. On n'a pas reçu le coup. Ils m'ont pris. Lui, ils l'ont pas pris. Il a échappé. Quand nous sommes arrivés chez sa soeur, dans allô, maintenant, c'est comme ça, lui, ils l'ont pris. Si vous avez bien remarqué dans le ton du débalousseur, l'homme semble très affaibli. En fait, ce n'est pas les policiers qui lui ont tiré tout son jus dans le corps, mais plutôt les populations du quartier Nyanyenefou où il est allé voler. Ce sont elles qui l'ont arrosé de petits coups amicaux dignes de son rang de grand débalousseur. L'homme a le visage tuméfié et la cheville gauche fracturée. Quand la population m'a pris en me dabassant, j'ai senti des douleurs, des coups. On t'a cassé le pied? Oui, ils m'ont cassé le pied. Mais présentement, où je parle, mon oreille, ça là, je sens la douleur. Ce que j'ai dit là, quoi, je ne comprends pas ça bien même. Yako. Merci, papa. S'il vous plaît, il ne faut pas en vouloir à nos parents Sénoufo du quartier Nyanyenefou. Imaginez une moto que vous avez acquise après plusieurs années d'économie de dur labeur dans un champ de coton avec le soleil et les intempéries qui vous ont maltraité. Et puis un soir, au moment où vous partez fièrement rejoindre votre dulcinée en chantant des sons des meilleurs balafons du Poro, subitement, on vous pointe une arme d'origine malienne en plus sur la tempe et on vous intime l'ordre de donner la clé de votre moto et de déclarer vos biens comme si on était à la bonne gouvernance. Si vous criez caillou, c'est-à-dire voleur, en pays Sénoufo, avec quoi on va vers un voleur, chacun connaît. C'est ce qui est arrivé au débalousseur. Au moment du braquage, le second, donc Caillou, a échappé au lynchage des populations de Nyanyenefou, mais il n'a pas réussi à filer entre les mailles de la brigade anticriminalité de Korogo. Son gbagwadji n'a pas marché. Le gbagwadji, c'est le mot nouchi pour dire talisman. On a essayé, premier ça a marché, deuxième a marché, troisième a marché, mais quatrième a marché. Sincèrement dit, tout ce qui est fait là, ils regrettent nous aller là. Débalousseur et Caillou sont à leur quatrième forfait. Ils avaient déjà braqué un commerçant qui se rendait sur son chantier pour préparer son avenir demain. Il a reconnu Débalousseur. Un jour, il est parti à mon chantier. 17h, des motos sont derrière moi. Il va y avoir une moto, il a venu barrer la route. J'ai entendu derrière, il faut les descendre. Dès qu'il est arrivé PM, il dit donne-moi la clé de la moto avec l'argent. Lui qui était en face de moi avec PA, c'est lui qui est reconnu beaucoup. C'est lui qui a su. Vraiment, si il peut me donner mon carte d'identité, ça me fait plaisir parce que je travaille ça. Quand nous avons posé la question à Débalousseur, il s'est très vite mis à table. C'est lui qui a pointé l'arme sur la tempe du plaignant et le fait palper par ses acolytes. Honnêtement, il t'a accusé. Tu le reconnais? Ouais, je le reconnais, mon boss. Quand on vole moto, on cherche papier de moto, les autres là, on cherche ça. Débalousseur est même allé plus loin pour nous donner les prix des motos volées et le grand risque qu'il court en s'adonnant à ce type de métier. Supposons 4 personnes volent une moto et le recélé sait que non, que c'est une moto volée. Peut-être il va l'attraper pour prendre la moto, donc il va payer ça moins cher. Souvent vous vendez à compte. TVS, embrayage, c'est une
une moto de 700 000, on va ça à 225 000. KTM, 125 000. CC2, 150 000. Si vous êtes 4 et vous avez pris ces gens de ces miettes, vous pouvez gérer ça en comment? Ça, c'est un boulot de la misère. L'agent de vol est doux, mais le jour qu'on t'attrape, c'est là que tu connais qui a créé la terre et le ciel. Parce que la population va te montrer ça aussi. Moi, ils m'ont montré. Ramasser caca de l'homme pour avoir 25 et mieux papa à voler. Des balusseurs, 28 ans, et Caillou, 31 ans, munis de 2 armes de marque Toukares d'origine russe en provenance du Mali, ont tenté de voler une moto au quartier Nanyenofu de Korogo. Les choses ont mal tourné. Des balusseurs et son acolyte Caillou sont aujourd'hui emballés dans des salles. La police a fini son travail. Direction la maison d'arrêt de Korogo. 2 chambres climatisées sont déjà préparées pour les accueillir avec la fanfare de la prison. Là-bas, ils mangeront, dormiront et regarderont la télévision gratuitement tout le temps qu'ils souhaiteront, très loin des méchants gourdins et pilons des populations de Nanyenofu. Les autres membres de la bande à Caillou et des balousseurs sont activement recherchés. Dommage pour eux, la ville de Korogo est déjà bouclée. Ils n'ont aucune chance d'échapper au piège tendu par les hommes du commissaire divisionnaire Kwame Kwasi Boatini, préfet de police de Korogo. La leçon de ce fait divers, c'est l'adage qui dit « toujours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire ». Les faits divers. C'était le journal présenté par Kolo Koulibaly.